question, je vais dire, elle dérange tout le monde, hein. On l'avait vu au Bénin et au Burkina, et en même temps, beaucoup d'acteurs sont conscients que c'est une vraie question sur laquelle il faut travailler. Et je pense que ces différentes ONG engagées dans la promotion de l'agroécologie, notamment, ont bien conscience qu'on ne peut pas évacuer d'un revers de main cette question en disant elle est hors sujet, hein, comme si la transition agroécologique pouvait se passer complètement d'énergie fossile et d'intrants de synthèse. Et donc, ils étaient clairement motivés pour aborder cette question, même si personne n'avait de position très claire ou tranchée sur la question, compte tenu de sa complexité. Et je rajouterais pour la participation de l'AFD, hein, qui avait soutenu cette réflexion, que au sein de l'AFD, un certain nombre de gens sont bien conscients que il apparaît comme un peu contradictoire à la fois de financer de gros projets agricoles basés sur en gros les principes de la révolution verte d'une part, et d'autre part de financer toute une myriade d'ONG qui prônent le développement de l'agroécologie. À travers cet atelier et puis, je dirais, les discussions en amont, voilà, j'ai un peu l'impression que que cet échange était nécessaire avec les ONG du Nord, parce que ces ONG francophones, pour celles qui étaient invitées, quelque part, dans leur diversité, on les retrouve tous de manière unanime aujourd'hui sur ce thème de l'agroécologie et de la transition agroécologique. Ça devient le discours dominant, sans que nécessairement les modalités concrètes soient clairement explicitées. Alors que dans le secteur associatif et professionnel des pays d'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup plus de diversité, hein, avec des OP qui vont tirer en direction de subventions massives à des intrants fossiles, là où d'autres vont promouvoir la transition agroécologique. Bref, il y a une plus grande diversité qui avait été traitée lors des 2 premiers ateliers. Là, on avait peut-être une approche un peu plus monolithique en apparence, et il s'agissait de voir en grattant un peu qu'est-ce qu'il y avait dessous et de voir ce que ces discours de façade cachaient en apparence. Et je me souviens d'un moment qui a été un moment fort de l'atelier de Paris, c'est lorsque l'un des intervenants a évoqué la traduction en Peul du glyphosate, et que le glyphosate en Peul se disait zéro travail. Et donc là, on a senti dans la salle un moment de flottement, parce que effectivement, par rapport à cela, voilà, il n'y a pas de solution à proposer dans le discours idéologique. Lorsque des institutions, des ONG étaient représentées par plusieurs membres, on a pu percevoir une différence de discours et de posture entre ceux qui sont sur le terrain et qui sont confrontés à comment pratiquement mettre en œuvre cette transition, et notamment avec ou sans ces intrants, et des postures qui pouvaient être peut-être plus définitives, voire plus dogmatiques, de personnes plus éloignées du terrain qui sont plus sur un discours militant. Chaque acteur a d'abord eu comme préoccupation de montrer ce qu'il fait. C'est-à-dire chaque ONG présentait un petit peu un exemple de leurs actions de promotion de l'agroécologie, donc avec d'abord un discours de promotion des actions de l'ONG en question. Et puis, souvent, dans un deuxième temps, donc, était abordée la question plus spécifique, hein, que l'on souhaitait voir abordée. Et c'est là qu'on pouvait avoir des positions très différentes. Certaines ONG présentant de facto des pratiques très concrètes pour diminuer les doses d'engrais minéral, mais sans les supprimer pour autant, hein, avec des techniques, soit de faire des granules de plus grosse importance, soit une application davantage localisée, un enfouissement de l'engrais, etc. Donc là, il n'était pas du tout question de bannir les engrais, mais d'en diminuer la quantité utilisée et donc d'en augmenter l'efficience, hein. D'autres ONG présentaient, par exemple, les alternatives aux pesticides de synthèse avec la mise en place de produits à base de Nîmes ou de pesticides bio, on va dire, hein.
mais sans forcément, là aussi, aborder de front la question posée. Hein. Donc, et là, je dirais, c'est un peu ce qu'on avait observé aussi à Boïcon et Ouagadougou, c'est une certaine difficulté pour aborder de front cette question et parfois même une fuite par rapport au cœur de la question. Et par rapport aux pesticides, je dirais qu'un exemple des apports de ce séminaire, c'est que la partie chercheur de ce séminaire avait insisté sur le fait, par exemple, de distinguer ce qui relevait des herbicides de ce qui relevait des insecticides. C'est tout bête comme question, mais quand on est sur le terrain et qu'on regarde les producteurs travailler, il est clair qu'on ne peut pas avoir le même discours par rapport au glyphosate. C'est ce que venait de mentionner Olivier, quand on voit la quantité de travail absolument énorme que les agricultrices, notamment, parfois aussi les enfants, consacrent à la lutte contre les mauvaises herbes. On ne peut pas traiter cette question comme on traiterait l'usage d'un insecticide ou a fortiori d'un engrais de synthèse. Donc, je pense qu'un des apports du point de vue des ONG a été de vraiment voir au cas par cas quel est l'usage de chaque produit, comment on peut éventuellement réfléchir à une diminution de son usage ou une substitution par quelque chose d'autre, comment reconcevoir un système de production qui permettrait éventuellement de se passer de tel ou tel produit, plutôt que de rester sur un discours très globalisant et mettant tous les intrants dits conventionnels dans le même sac, comme s'il fallait globalement en supprimer l'utilisation. Par rapport à l'atelier de Boïcon, il est clair que les discussions à Paris étaient, on va dire, plus détendues parce qu'il n'y avait pas en filigrane tous les enjeux de la filière coton et on n'avait pas d'acteurs impliqués à ce point dans des enjeux économiques comme c'était le cas à l'atelier de Boïcon. Donc les gens, effectivement, se sont exprimés de façon très, très libre, de ce point de vue-là, c'était plus détendu, on va dire. Il y avait moins de non-dits, de sous-entendus. Donc, c'était peut-être plus facile de ce point de vue-là. Maintenant, voilà, globalement, on était quand même plus éloigné de l'expérience concrète des gens. Même s'il y avait quand même quelques producteurs d'Afrique de l'Ouest, même si les chercheurs qui participaient sont des chercheurs de terrain. Voilà. Je dirais qu'il y avait peut-être une exception, c'est le chercheur du CIRAD qui participait était lui quand même vraiment porteur d'un discours encore très institutionnel, notamment sur le coton et la transition agroécologique sur la filière coton au Bénin. C'est peut-être, et puis bien sûr, les acteurs, les représentants du bailleur de fonds avaient aussi un discours très institutionnel, bien sûr. Mais à l'exception de ces deux participants, voilà, les gens s'exprimaient, je pense, d'une façon plus libre, plus détendue, même si chacun, évidemment, porte le discours de son organisation. C'est une évidence. Le discours était suffisamment libre, d'ailleurs, pour qu'on voit des lignes de fracture, en tout cas des différences majeures au sein de la même institution. On va peut-être pas citer l'ONG en référence, mais entre ces dirigeants du siège en France et ces opérateurs de terrain, de projet, il y avait clairement un discours qui n'était pas compatible avec et les gens de terrain qui étaient demandeurs de la poursuite des échanges, des discussions et autres pour avancer concrètement, là où le représentant du siège était lui sur une position beaucoup plus dogmatique. La transition agroécologique, c'est zéro intrant. Point. Il y a eu un moment fort qui m'a marqué, c'était la présentation du chercheur CIRAD sur l'agroécologie cotonnière au Bénin. J'avoue que je n'étais pas à l'atelier béninois, mais la présentation de la transition agroécologique au sens de ce projet-là, qui était en fait l'intensification de l'usage de tous les intrants de synthèse possibles, sous étiquette agroécologique, était à
a laissé le reste de la salle complètement ébahi. La personne ne s'est même pas fait secouer par les autres intervenants, tellement les autres ne savaient plus quoi dire devant le décalage de ce discours. Moi, j'ai vraiment pas regretté d'avoir organisé ces 3 ateliers parce que personnellement, j'ai beaucoup appris d'ailleurs, hein, et ça m'a beaucoup intéressé. J'ai le sentiment que tous les gens qu'on avait invités à ces 3 ateliers étaient vraiment intéressés et ne sont pas venus là pour nous faire plaisir. Donc ça, c'est déjà très positif. Maintenant, je reste un peu sur ma faim dans la mesure où trop souvent, la question sur laquelle on voulait vraiment travailler a été esquivée ou abordée de façon un petit peu tangentielle. Mais ce simple constat est en soi très intéressant. Donc, ça doit nous questionner. Est-ce que cette question qu'on a mise sur la table était inopportune? Est-ce qu'elle était mal posée? Est-ce qu'elle dérangeait trop pour que les gens vraiment puissent s'en emparer? Enfin, tout ça, à la fois nous laisse un peu sur notre faim, mais me semble être des enseignements très intéressants. C'était un atelier qui était orienté domaine de recherche pour moi, mais néanmoins, il m'a amené aussi à la fois à me conforter, à me questionner sur ma façon d'enseigner en tant qu'enseignant-chercheur. C'est-à-dire à éviter absolument tout ce qui pourrait être effet de manche, raccourci dans la construction du cours, qui est un discours. Un cours est un discours, hein, quelque part. Et donc, voilà, la sanction, c'est bien les processus réels de terrain, c'est bien les rapports sociaux, et que c'est facile de faire des effets de manche dans un cours de 3 heures sur la transition agroécologique, alors qu'en fait, les questions clés sont beaucoup plus difficiles à traiter et à aborder qu'elles ne pourraient être avec des raccourcis qu'on peut entendre assez souvent.